c'est la raison pour laquelle, dans la gouvernance, on propose une gouvernance quadripartite, où il y a les académiques, il y a le privé, il y a le public, mais il y a la société civile. Et c'est dans la société civile qu'on peut capter tout le monde. Mais quand je vois les débats au niveau de la presse au Sénégal, je cherche où est-ce qu'on va s'en sortir, c'est 0%. On ne discute pas de comment on fait pour s'en sortir. On ne discute pas de la fracture qui existe au Sénégal et qui fait imploser le Sénégal et qui fait imploser le Mali aussi. L'écart qu'il y a entre ce qui devient de plus en plus riche et ce qui devient de plus en plus pauvre. Et qui se voit. Pour la petite histoire, des Américains m'avaient alerté. Ils m'avaient dit que vous savez que ça va brûler. Comment ça va brûler? Nous, on aime la paix, on aime ceci. C'est pas un problème de paix. C'est un problème de, il y en a qui ont de l'argent ici dans ce pays, et il y en a d'autres qui n'ont rien du tout, et ils se voient. Tant qu'ils se voient, il ne peut pas y avoir de paix. Donc, il faut qu'on ait beaucoup plus d'empathie, et qu'on travaille davantage, mais qu'on décloisonne et qu'on se parle, et qu'on puisse créer les synergies nécessaires. Donc, d'où le cadre, parfaitement raison, il y a les 3 missions de l'université, mais sauf que, contrairement à toi, moi je place d'abord la recherche. Et après, je mets l'enseignement et je mets les services à la société. Alors, pour répondre à ces débats, les universités de recherche, c'est les universités où la recherche compte pour beaucoup. Toutes les universités américaines ne sont pas des universités de recherche. Je dirais, tout le système d'enseignement supérieur aux États-Unis ne répond pas de la recherche. Il y en a qui ne font que de l'enseignement. Mais ils utilisent les plateaux des structures de recherche pour pouvoir travailler. Dakar peut être une université de recherche si on lui donne sa vocation. Parce que le nombre d'étudiants qu'il y a à Dakar, bon, c'est un peu de notre faute. On a fait du militantisme, on a dit que tout le monde doit accéder à l'université quand on était au SAES. Bon, mais c'était pas. Moi, je trouve que je ne regrette rien du tout. Il fallait à un moment dire non à la Banque mondiale et on a donné une chance à un nombre de jeunes qui ont réussi. Donc, mais quand il s'est agi d'aider le gouvernement à multiplier les centres universitaires, moi, quand je suis allé à Ziguinchor, j'avais honte. Une université, c'est d'abord des murs. Quel que soit le développement des technologies, c'est d'abord des murs. On prend une école pour former le primaire, pour former des enseignants du primaire, on dit que ça en université. Il faut être sérieux. Donc, c'est d'abord les universités francophones et anglophones, que vous le preniez au niveau mondial comme vous le prenez au niveau africain, les anglophones sont largement en avance sur les francophones. Je signale dans un ouvrage que j'ai publié dans notre ouvrage français, le budget de l'université de Wisconsin, qui n'apparaît pas beaucoup dans les classements, est de 1900 millions de dollars. Le budget de Joseph Fourier de Grenoble, qui est une bonne université, est de 151 millions d'euros. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Et le budget de Grenoble est comme nos budgets. L'essentiel est donné par l'État. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Et la recherche demande énormément d'argent. Attendez, on est en train de construire un centre de mesure depuis 20 ans. Depuis 20 ans, même pour l'équiper, on a des problèmes. C'est impensable. Alors, vous, je voulais demander là. On parle des jeunes là. Mais nous, on n'est plus des jeunes. Où sont les jeunes là? Est-ce qu'il y a des jeunes qui suivent derrière? Donc, on fait beaucoup d'activités, de très bonnes activités, mais qui ne sont pas relayées. Où on n'aide pas les gens à participer. Il faut qu'on ouvre davantage, qu'on ait beaucoup plus. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu vas faire l'année prochaine, mais est-ce que ce n'est pas une bonne idée d'avoir un partenariat avec
certaines télévisions. Parce que ce type de débat, je suis sûr que beaucoup de télévisions voudraient l'avoir, n'ont pas les capacités ni les idées. Nous, on peut leur offrir. Les émissions sont diffusées en direct par Radio UCAD, qui va jusqu'à Bourg. Le premier module sur les questions épistémologiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeunes aux banlieues de France qui sont venus associés à nous. Donc, je pense qu'il y a quand même des jeunes, des groupes de jeunes, des associations qui sont intéressés. Ils distribuent ces informations. Et on a fait justement au fond du plan de la Renaissance. C'est eux-mêmes qui ont payé le billet. Ils sont venus en grand nombre. Ils disent qu'ils veulent effectivement une affaire qui est là. Donc, on va y revenir dans les synthèses. Il n'y a pas de raison, mais je donne ces informations. Il y a des jeunes. Et Suleiman, je ne sais pas si cette émission est diffusée en direct au niveau de la radio UCAD. C'est toi-même qui as créé la radio UCAD ou bien c'est ton successeur? On l'a mis dans la vision, mais Radio UCAD a été créé par tout. Voilà, donc c'est tout qui a créé. C'est pour vous informer que tout ce que vous avez entendu, normalement. Bon, voilà un peu, il y a tellement de choses à dire. Et vraiment, à chaque fois, moi je suis impressionné par les talents qu'il y a au Sénégal. Mais chacun est dans son rôle. On se reverra peut-être dans un siècle. Voilà, merci. Voilà, Baké, après Baké, donc, je donnerai des informations justement sur le futur là. Qu'est-ce qu'on va faire après cette séance? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vous remercie. Je remercie ma consoeur Anila, parce que j'ai l'habitude d'échanger avec elle. Et je lui avais envoyé déjà ma communication. C'est là où il m'a appris que c'est elle qui va être. Comment on dit on discute tout le temps, donc on est déjà. Et ça fait plaisir de voir qu'il a enrichi, etc. Maintenant, c'est à moi d'apprendre un peu dans ce document. C'est ça l'intérêt des échanges. Mais j'insiste sur la démolition. Sandaga a été démoli. Et moi, avant la démolition, j'avais analysé que Sandaga, au-delà de l'esthétique, etc., c'était l'occasion de repenser Dakar comme une nouvelle centralité, avec 5 motifs esthétiques, etc., mais toute théorie. Mais le maire disait non, on démolit. Bon, peu importe, on n'a pas d'interlocuteur. Il faut nous aider également à expliquer pourquoi la cité imbécile s'appelle imbécile. Non, j'ai archivé l'article, mais j'ai archivé l'article, mais je n'ai pas étudié. D'accord. Alors, ce que je disais encore, c'était les démolitions, sans le gars, etc. Et puis sur le fameux asymétrique du président Senghor. En fait, moi, je suis tombé dans cette affaire-là. Pourquoi? On était à l'école des arts, j'étais en 4e année, je devais faire mon stage. Il y en a qui faisaient des lettres, ils envoyaient aux architectes pour des stages. Moi, je ne faisais pas de lettres, je prenais mes calques. Et je circule dans les cabinets, je vais au stage, voilà ce que je sais faire. Par hasard, je tombe sur le cabinet, je monte, je vois un monsieur qui me dit, mais qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Il dit, mais je cherche un stage. Et à qui j'avais affaire, c'est l'architecte conseil du président Senghor, monsieur Baudel. Moi, je ne savais pas tout ça. Hein. Moi, j'étais déjà à l'école, je ne savais pas si c'était chez conseil, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux un stage. Qu'est-ce que vous avez à main? Ce sont mes calques. Il dit, montrez-moi. Il s'assoit, il regarde mes calques et il me dit, tu commences quand? Je ne sais pas, c'est à vous. Il me dit, mais à la fin du mois. J'ai fait mon stage, j'ai dessiné des irrégularités. Parce qu'il y a le régulier et l'irrégulier. Moi, je le voyais faire de l'irrégulier et il pensait que je savais le faire. C'est-à-dire que je dessinais des choses que je ne comprenais pas. C'est derrière ça, il y avait des concepts. Moi, je n'en savais absolument rien. Je sors major de la promotion et il dit à tous ces architectes, c'est mon stagiaire qui est major de la promotion. Et là, mes problèmes commençaient depuis ce moment-là. Je n'étais pas conscient de ce problème-là. Et il me fait un contrat de travail dans son cabinet à Paris. C'est moi qui ai dessiné l'université de Saint-Louis, la villa de Saint-Louis, etc. Et je vais dans des journaux, on dit oui, mais il ne savait rien faire, il y a un jeune Sénégalais à Paris qui fait le travail, etc. Donc j'étais impliqué indirectement dans tous les enjeux politiques de l'époque parce que je n'en savais pas grand-chose.
Et en terminant ma études dans les années 80 à Paris, j'ai fait ma thèse sur le parallélisme asymétrique. Et j'ai dit à mon professeur, mais voilà, mon thèse, il me dit non, ça n'a pas de sens. Il ne voulait pas que je parle de ça, il me dit c'est des notions de vont ensemble. Là, j'étais coincé, parce que j'étais allé lâcher le conseil du président Senghor, et il fallait que je rentre quand même avec une réflexion. J'ai dit bon, je vais faire une thèse sur symétrie, dissymétrie et asymétrie. Il me dit bon, ok. Alors, symétrie, dedans, c'est la base des sciences. Les mathématiques, partout, dans la chimie, partout, vous parlez de ça. Dissymétrie, ok, vous le trouvez. Mais asymétrie, ça ne passe pas. Et donc, c'est un rôle compliqué. Et quand depuis que je suis rentré, je commence à y travailler, mais je me rendrai compte, en fait, quand on dit symétrie, dans l'architecture grecque, c'est le module qui permettait de mesurer le monument. C'est-à-dire la métrique, c'est le module de base. Et ce module-là, soit c'est la section d'une colonne ou d'une brique. Et c'est ça le module. Et ça, on dit symétrique. Ce n'est pas le module esthétique gauche-droite, ce n'est pas ça. C'est la mesure du bâtiment. Quel est le module de base sur lequel le bâtiment a été conçu? Alors, quand vous dites asymétrique, ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure. Et donc, tout le monde dit que ça n'a pas de sens. Mais en définitive, si on regarde bien la notion de asymétrique, regardez la musique africaine. Vous voyez un chanteur ou un lutteur, à un moment donné, il dit au public, tajulène, tajulène, tajulène. Tajulène, ça veut dire quoi? C'est la pulsation de la musique. C'est l'élément régulier dans la musique. Allez chez les gars, vous entrez tout de suite, tac, 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 ça c'est la pulsation. N'importe quelle musique, vous le savez, même si quelqu'un écoute la musique, vous le voyez battre des pieds, il fait comme ça. Ça, c'est la régularité. Et on disait que dans l'Afrique, il n'y avait pas ça. Si, mais seulement les musiciens ne font pas de régularité. C'est une autre personne, ça veut dire que les spectateurs, c'est eux qui battent des mains et c'est eux qui donnent la mesure. Dans la musique occidentale, c'est les musiciens qui donnent la mesure. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Le fait que les gens applaudissent, ce n'est pas de l'approbation, c'est pas, ils donnent la mesure de la musique. Tac, 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 c'est la régularité en dehors des musiciens. Et c'est ça l'enjeu asymétrique. Et les musiciens, chacun en ce qui le concerne, fera tout pour ne pas coïncider avec cette mesure-là. Et c'est ça qui fait qu'il y a plus de rythme. Et c'est ça la notion d'asymétrie. Il y a une pulsation régulière, mais les musiciens, tout ce monde qui chante, tout ça, tous évitent ça. Et donc, il n'y a pas de coïncidence entre ça. Fondamentalement, c'est ça la notion d'asymétrie. Je ferme la parenthèse. Et si j'ai dit la formule tout à l'heure en parlant des pentagones, qu'est-ce que c'est qu'un architecte du Sénégal à faire à Princeton University dans le laboratoire d'aérospatial? Qu'est-ce qu'un architecte va faire là-dedans? C'est incompréhensible au Sénégal. J'ai été invité à Princeton University 2 fois. Et le document que j'ai montré, c'est la publication que j'ai faite sur mes recherches sur les pentagones. Parce que c'est des nouveaux matériaux intéressants au niveau aérospatial. Et vous direz ça au Sénégal, qu'est-ce que c'est que ces architectes qui sont à l'étranger? Vous l'avez dit. Ils savent très bien les enjeux de ce monde-là. Et partout où des compétences dans le monde, ils les amènent là-bas. Et dès que je suis arrivé de l'endroit où m'ont ouvert mon compte bancaire, ils s'occupent de vous, hein, bien logés. Et vous faites le boulot. Et chaque semaine, on compte rendu. Et ils l'ont publié, etc. Donc, c'est pour vous dire que, écoutez, je suis désolé. Si vous êtes au Sénégal, vous faites de l'utopie, et qu'à l'étranger, les gens, ça les intéresse et ils travaillent, mais à qui est la faute? Parce qu'ils ne sont pas dans le groupe, ils sont à côté de la plaque. Si vous n'utilisez pas vos savoir-faire, les autres l'utilisent. Et puis après, ils vont le valoriser. Autant vous gardez le secret jusqu'à quand, mais à un moment donné, comme dit l'autre, il faut faire la manique. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de lâcher. Vous avez lâché votre programme, mais nous, à un moment donné, on lâche. Évidemment, on ne lâche pas tout. C'est là où on attend qu'à un moment donné que le pays se réveille sur certaines questions pour qu'on puisse faire le travail. J'en termine pour dire que le parallélisme est un enjeu d'aujourd'hui d'une façon de travailler. Vous avez dit qu'on est cloisonné. Le cloisonnement, c'est la façon de travailler de manière séquentielle.
on fait le plan d'aménagement du territoire, ils imposent des règles aux urbanistes, les urbanistes imposent des règles aux architectes, les architectes imposent des règles aux ingénieurs constructeurs, les ingénieurs constructeurs imposent des règles à l'entrepreneur, et quand l'entrepreneur finit, il impose avec le propriétaire, le locataire. Vous voyez cette segmentation séquentielle, ce qui est dépassé. Aujourd'hui, on gagne du temps en faisant du parallélisme, c'est-à-dire tout le monde sur la même ligne de départ, tout le monde sur la même ligne d'arrivée, avec des vitesses différentes. Les terrains que je vous ai montrés là, ça montre que le parallélisme, c'est la mécanique quantique. Au lieu de 1, 2, 1, 2, il y a 1000 superpositions et les calculs se font en parallèle de manière simultanée. Et ça, ce sont les ordinateurs du futur qu'on ne peut pas rater. Tout le cas dont on parle là, si on fait du parallélisme, ça veut dire on décloisonne les métiers et on travaille sur le même principe. L'esthétique, les mathématiques, tous sur la même ligne de départ. Il n'y a pas de différence. Vous me donnez ce motif-là, là, je vous sors l'algorithme de comment il faut le mettre avec 1000 variantes. Vous voyez la nuance. Je prends n'importe quel motif n'importe lequel. Je peux le programmer et il me donne 1000 variantes que j'avais dans l'esthétique, dans les salons, dans les tissus, etc., etc. Tout est à notre portée aujourd'hui. La question c'est qu'on décloisonne comme aujourd'hui là. Utopie, mais nous sommes tous ici. Alors, on va se dire au revoir. Non, mais il faut quand même qu'on se mette, commence à travailler ensemble. Non, je parle de tout ce qui on parle d'utopie là. Si maintenant vous m'invitez l'année prochaine pour gauche, on n'a pas encore compris des enjeux. Aujourd'hui, c'est du parallélisme simultané de l'ingénierie concurrente, je ne dis pas concurrente, concourir. Le Sénégal, c'est pas de compétition, c'est pas ça. C'est la concurrence. Les partis politiques doivent apprendre à faire la concurrence, concourir. Non pas s'opposer parce que je donne un cours, ce n'est pas ça. C'est la concurrence qui permet que tout le monde se retrouve et qu'au résultat final, j'ai vu une lettre à président Macky Sall quand il demande le dialogue, je lui ai dit, tous aux mêmes lignes de départ, tous à la même ligne d'arrivée. Mais tout le monde à la même ligne de départ, mais à la longue, il choisit quelqu'un à la ligne d'arrivée et on le met à la poubelle. Mais ces gens-là, c'est eux qui vont jeter des pierres. Donc le Sénégal n'a pas cette luxe de démocratie dont on parle là. Tout le monde a sa place dans le train et tout le monde fait le boulot. Tout le monde fait le travail et au bout du compte, tout le monde sera à l'arrivée. Et c'est ça le point du Sénégal. Et c'est ce que je crois. La question, c'est que tout le monde est partie prenante. Et à la fin, tout le monde s'y retrouve. Mais pas à la fin, ceux qui sont pour celui-là, ils le restent attendez, et vous êtes des opposants, vous êtes des biens. Je le crois. Je vous remercie. Maintenant, passons la parole à Madame la marraine, qui a beaucoup de choses à dire. Bien, bonjour tout le monde, hein, chers collègues. Monsieur le recteur, bonjour, chers collègues, chers Angèle, tout le monde ici. C'est vrai, je ne connais pas toute la salle. Hein. En tout cas, merci. Alors, je suis vraiment désolé, comme j'ai dit, hein, moi, 5 heures, c'était inscrit dans ma tête. Et quand je viens d'un long voyage, quand j'ai vu que dans la réunion aujourd'hui, donc à 5 heures, j'étais prêt, et puis vers 16 heures, j'ai imprimé tout le texte que je n'arrive pas à lire dans le cadre de téléphone. On t'a envoyé un message en disant, bon, je suis en retard. Hein. Bien, bon, ben, voilà. En tout cas, merci de m'occuper. Tout ce que c'est de remercier d'avoir fait de moi la marraine de ces conversations. Alors, je suis désolé, j'ai tous les titres, mais je n'ai rien entendu. J'ai donc rien écouté et je n'ai aucune réponse à faire. Mais, je vais juste parler assez rapidement de ce que ce titre sur les utopies. On fait bouger dans ma petite tête. Et alors, si c'est des questions que vous avez déjà posées, tant mieux. Sinon, c'est peut-être un autre angle que je vais apporter. Alors, celui d'une sociologue, femme. Alors, femme pas approchée, une femme qui approche. La différence de ce que veut Famille Sarr, qui c'est quelqu'un d'autre. C'est, au fond, moi,
comme sénégalaise, sociologue, avec une longue carrière devant moi, comment j'ai perçu les transformations sociales, s'il y a eu vraiment des bouleversements sur ces dizaines de décennies que je viens de traverser. Et au fond, qu'est-ce que j'ai comme utopie aujourd'hui pour ma génération en fin de parcours et pour cette génération beaucoup plus jeune, qui sont aux prises avec des utopies, mais des réalités qui ne sont pas leurs utopies, qui sont contre leurs utopies, en tout cas qui sont très, très difficiles. Alors moi, mon utopie va tourner autour de la démocratie. Bon, on en parle beaucoup en ce jour, hein, mais je pensais à ça, je ne savais pas encore que Macky Sall allait avoir un geste enfin démocratique en refusant de se présenter. Mais je n'ai pas discuté de la démocratie qu'il pense avoir accompli. Mais surtout, je pense que dans un pays comme le Sénégal, pour qui la démocratie était, on pensait, enfin installée, avec notamment l'alternance. Or, ces dernières années de l'alternance, on a vu que ça profonde de la démocratie. Et cette question, moi, je vais l'aborder à travers, comme utopie, nos projets de société. Parce que nos projets de société ne sont pas les mêmes. Selon qu'on est jeune ou qu'on est plus âgé, selon qu'on est une femme, selon qu'on est un homme, selon qu'on appartient à l'élite comme nous tous qui sommes assis ici. Et moi, j'avoue que je réclame ça complexe. Et des populations beaucoup plus paupérisées, beaucoup plus discriminées et avec plus d'égalité. Quand on pense au projet de société, nous avons tendance très souvent à dire la modernité, l'Occident, le colonial, le postcolonial, le néocolonial, c'est ça qui nous structure. Donc, il faut revenir à l'Afrique, à ses valeurs. Et alors, je ne sais pas comment traduire en français. Parce qu'en Wolof, on dit, ad. Et moi, j'ai toujours envie de dire, ad à quel moment? À quel moment? Parce que très souvent, quand je discute avec mes collègues hommes universitaires, ils me disent toujours, oui, mais toi, tu es trop avancé, tu es trop occidentalisé, il faut venir aux valeurs africaines, aux valeurs africaines de la femme, aux valeurs africaines du monde politique, avec la... Alors, toi, tu parles de valeurs africaines de la royauté, bon, on va mettre un point d'exclamation. Or, ces valeurs-là, et ces traditions, comment ça aussi? Ce ne sont pas des traditions permanentes, sinon elles seraient mortes. Ce sont des traditions, alors moi, je n'appelle plus ça tradition. Parce que dans ma génération, comme étudiant en sociologie, on a appris la tradition et la modernité. Alors, la tradition a été fixe, permanente, immanente, alors que la modernité, c'est quelque chose qui nous fait avancer avec la culturation. Bon, ça, c'était des étudiants en sociologie des années 60. Je pense que ça a changé, les terminologies ont changé entre-temps, mais on est toujours relégué à un passé immémoriel, un passé alors idéal, moi je dirais idéal, on a une idée de passé. Et on ramène toujours à revenir à cette idée de passé pour être de vrais Africains. Alors c'est vrai que l'on peut dire que notre modernité, celle à laquelle on a eu accès, est une modernité coloniale. C'est la colonisation qui nous a mis dans une certaine image de la modernité. Et comme je disais avant, qu'est-ce que serait la modernité aujourd'hui si on n'avait pas été colonisé? On aurait certainement une modernité différente et peut-être une approche plus contrôlée de ce processus. Or, nous entrons dans la modernité par la violence culturelle, la violence économique, la violence politique, et qui fait que l'on retient de cette entrée dans la modernité, alors qu'on l'utilise tous les jours. Aujourd'hui, la modernité que vous et moi vivons ici, ce n'est pas une modernité que nous avons hérité de la colonisation, parce que ce dont nous avons hérité de la colonisation, nous l'avons absorbé à notre manière, transformé, et les exemples sont vraiment multiples. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour... Alors moi je n'appelle plus ça la modernité, c'est la modernité comme un système, c'est assez moderne, pour pouvoir m'asseoir dessus tranquillement et voir quel est le projet de maternité, le projet de vie actuelle. Par exemple, face aux images
face aux images de projets que nous avons. Alors, il y a vraiment deux exemples que je vais prendre. Et ces deux exemples, ils se recoupent. Et je vais les prendre autour du droit des femmes. Parce que le droit des femmes, il est le droit que les sociétés donnent aux femmes, mais le droit que les sociétés se donnent elles-mêmes. La manière dont les sociétés représentent les femmes, mais représentent les hommes. Comment elles représentent la masculinité et la féminité, et quelle est la manière dont il y a une certaine alliance qui se fait, et qui fait que on voit comment une société, alors à chaque pas terme évolue, parce que moi quand j'étais petit, nous étions des familles dévoluées, c'est ça le langage colonial, mais la manière dont les sociétés se transforment. Alors comme chercheuse, sociologue et femme, quand on fait des enquêtes sur le terrain ou quand on écrit le papier, on a toujours derrière nous cette idée très forte que la société africaine est matriarcale. Et quand elle est matriarcale, alors nous sommes des femmes fortes, parfois assises, mais pas très dominantes, mais qu'elles dominantes en tant que mères. Et si Charles Diop dit ça, alors on ne peut pas vraiment le remettre en question. Parce que Charles Diop dit que les sociétés africaines sont matriarcales. C'est vrai que là, moi, ce que j'appelle le matrilignage ou la matrilinéarité est extrêmement importante. Parce que la transmission des biens, des pouvoirs politiques, et ça tâche à la petit, elle écrit très bien. Et moi, ma question c'est, est-ce que cette matrilinéarité et le pouvoir que les femmes ont de mettre au fond au monde, de transmettre les biens, de se transmettre le pouvoir politique comme on l'a chez les dames dans d'autres sociétés matriarcales, avant que l'islam et le christianisme ne viennent un peu détruire ces fondements, quel est le pouvoir donné à la femme? Alors moi, je pense que ce qui est important dans cette femme, c'est sa fonction de procréation. Et je dis toujours, il a choqué et mes amis musulmans et mes amis chrétiens, la Vierge Marie, la mère de Dieu. Et quand on la présente comme la mère de Dieu. Et comme elle est Dieu, elle est extrêmement importante. Est-ce que ça veut dire que moi, avec 4 enfants, et l'épouse de quelqu'un, je suis la mère de Dieu? Est-ce que je suis la mère? Donc voilà, on a besoin de remettre cette question en place. Parce que les femmes qui n'ont pas d'enfants sont dans une position très très critique. Et la maternité, elle ne passe pas forcément par le mariage ou par d'autres alliances, mais le devoir de procréer n'a rien à voir avec le désir de fécondité. C'est un devoir. Alors, si je peux décider un enfant, est-ce que je veux, si je veux, c'est une question qui est imposable dans le question. Si on la pose, alors on n'est pas une femme. Donc, ça me fait quand même, dans le projet de société que nous avons, c'est extrêmement important. Alors, il y a eu tout un scandale il y a quelques années, parce que Macron, le petit Macron, là, dans une réunion entre Européens, il disait oui, mais les femmes d'Afrique, on n'arrivera jamais à développer l'Afrique. Parce que les femmes en Afrique, elles ont trop d'enfants, elles ont 8 points, etc. Alors, j'entends le discours et je l'enregistre. J'entends mes collègues sénégalais, les hommes. Ah, Macron, pour qui se prend-il? Mais de toute façon, lui, il n'est pas concerné. Mais nous, la jeunesse africaine, c'est notre force. Et Fermin Sarr dit ça. Et puis, il y a un autre Sénégalais qui est au FUNIAP, qui s'appelle qui écrit tout un machin sur la force de l'Afrique. C'est d'avoir 100% de sa population à moins de 100%. Et à ces gens, je demande, mais qui met tous les enfants? Pourquoi est-ce que le taux de maternité maternelle est aussi important si on fait tous ces enfants? Et alors, j'arrive, donc, je fais un contre-discours ici, les gens disent, ah non, mais il y en a qui doivent aider. Non, c'est pas ça. Et puis j'arrive en France, je tombe sur mes amis féministes, alors, les plus religieux, les scientifiques, les ouvrages, comme ça. Et qui me disent, alors, qui viennent à mon secours en me disant, ah, mais excusez-moi, ils sont seuls, Macron, voilà ce qu'il dit, les femmes africaines font trop d'enfants, etc. Puis quand elles finissent, je leur dis, mais elles font trop d'enfants. Elle m'a dit, mais non, mais tu vas. Je dis, oui. Vous, moi j'ai 4 enfants. Quand je suis arrivé à Paris 7 et j'explique que j'avais 4 enfants, on m'a regardé comme une espèce d'être bizarre. Hein.
Comment est-ce que tu peux faire des enfants, faire des études, ton enseignement, ta HTR? C'est extrêmement compliqué. Alors, ton mari t'aide tout le temps? Je dis, bon, mari, ça pas, donc, mais, enfin, la mère de famille, c'est moi qui le porte 9 mois et qui est au monde, donc, ça, c'est une tâche, mais j'essaie. Et quand je suis allé aux États-Unis, après plusieurs années dans cette enfant féministe, heureusement qu'elles avaient pris le job avec un enfant de 3 ans, et l'aîné avait 13 ans. Et nous voilà, maintenant en Amérique, avec 4 enfants de 3 ans, 8 ans, 12 ans et 13 ans et demi. Venant donner un cours d'enseignement féministe, moi, la mère de famille, derrière moi, petit carton derrière moi. Donc, et elle me disait, mais comment faire? Donc, moi, comment trouver l'équilibre entre ces enfants que je fais et l'image? Et comment le faire si je ne peux pas avoir le contrôle sur ma fécondité? Moi, je décide, bon, certainement avec mon partenaire. Si je fais un enfant, je ne fais pas. Mais on ne peut pas m'imposer, comme beaucoup de femmes qui sont dans les maisons et qui veulent des enfants, et si elle peut tous plus jeune, la femme de 50 ans, parce qu'elle a une pause, en fait un dernier pour montrer qu'elle a une relation sexuelle avec le mari et qu'elle est quand même capable d'enfant. Mais toute cette tragédie autour de la fécondité que vivent les femmes, je parle de ça. Il y a toute une tragédie qu'on est obligé, il y a une obligation à la fois morale, politique et religieuse et sociale de faire ces enfants. Donc, comment est-ce qu'on peut introduire cette question dans notre débat de société? Parce que la mortalité maternelle, elle est encore très importante en Afrique. Alors, même si aujourd'hui, comme on dit, la tradition démocratique, on est ailleurs, à 0. J'ai souvent ailleurs, il faut 2 ans pour faire un enfant. Comment est-ce que cette extrême et notre fécondité, toujours encore abondante, comment est-ce qu'on fait pour le... Alors, cette image est une image très forte, et cette image qu'on a du mal à négocier avec la société. Et on a tellement du mal à négocier avec la société qu'on n'avait pas à discuter quand il était en avortement. Le droit à l'avortement, tous les hommes sont effrayés. Ah, mais tu assassines un enfant. Comme si la femme qui avorte, parce que le partenaire refuse d'engager l'enfant, ou n'est pas là, ou est absent, ou c'est pas, excusez-moi du terme, il a avorté en ne voulant pas reconnaître cet enfant. Et les femmes se retrouvent sur la charge. Donc, selon l'endroit où vous êtes, selon les parents que vous avez, bon, d'accord, il y en a peut-être enfants. Mais beaucoup de parents n'aiment pas passer dans la honte. Et la mère de la jeune fille enceinte, elle risque de perdre, d'être répudiée, comme on l'a fait dans beaucoup de cas. Donc, c'est une question extrêmement complexe que les femmes n'ont pas à contrôler. Et ça signifie également le droit à la sexualité et de décider quand, avec qui et comment on pratique la sexualité. Et discuter dans la société, en dehors de partage, férié, sérieux, gâté, on a toute cette discussion érotique autour de la sexualité. Mais la question sérieuse autour de la sexualité, comment est-ce que se pose, c'est vraiment très réduit. Mais bien sûr, Daniel Laban, Daniel Way, la jeune mariée, la jeune femme qu'on emmène se marier, on la couvre, on est presque beaucoup de jeunes mariés. On couvre pas l'autre. Et quand elle arrive, elle se fait un campagne sur le lit pour monter. Il y a tout un rituel autour de la maîtrise du corps des femmes par le conjoint qui est déjà là et qui est déjà là avec la dot. Mais on ne peut pas discuter ces questions vraiment. Et je crois qu'on a un projet de société. Si on veut que ce projet corresponde à des choses de transformation qu'on a actuellement, il faut bien qu'on arrive à ça. Et on a la... Et ces questions, je les pose parce qu'au fond, on arrive au droit démocratique des femmes et à la société. Les pressions que l'on a sur les femmes sont des pressions à la base sociale, culturelle, économique. Et moi, je vois une pression qui est la plus importante, qui m'interpelle le plus, c'est la pression religieuse. Nous avons tendance à dire, tout le temps, que les Africains, ils sont religieux. Les Occidentaux ont quitté la religion, ou la religion est partie, ou eux n'ont pas de la religion. Mais la modernité, ça a été quitter la religion, et la laïcité a sanctionné
cette rupture entre l'État et la religion. Et sur cette base-là, quand la France a imposé à des États africains la laïcité, qui est la séparation entre l'Église et l'État, alors l'islam et l'État, c'était plus difficile parce que les musulmans ont été plus réfractaires. Parce qu'ils avaient un livre et un lequel se cache. Ils disaient, ah, voilà ce que dit le Coran. Alors la Bible, on l'avait contrôlée. L'Occident l'avait contrôlée. Encore, là, c'est la contrôle aujourd'hui, parce que la Bible remonte partout, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou d'autres pays où le conservatisme passe vraiment par une pratique très très conservatrice de la religion. Aujourd'hui, on fait face à cette question. Et cette question est importante parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, aux élections de Wade et Macky Sall, on a eu un débat autour de la religion. Et Wade, quand il a été élu, tout le monde pensait qu'il y avait une alternance démocratique. Moi, j'ai fait la queue pendant des heures pour voter. Je passais quelqu'un me dit, regardant mes cheveux blancs, ah, mais les gars, mais donne pas de réponse. Alors, quand j'ai dit que j'étais musulman, troisième âge, ils ne m'ont pas cru. Mais quelqu'un dit, j'étais vraiment une troisième âge. Ils m'ont poussé. Mais cette discussion-là, elle était là, mais on a un moment discuté, et on a vu Wade avec des marabouts, aller les voir. Et on a vu quelqu'un qui est vraiment, alors lui, je le dis, hein, et désolé s'il y a des arrivé autour de lui, qui est un voyou parfait avec sa milice. Vous savez de qui je parle. Je ne donnerai pas de nom parce qu'on se retrouve en prison demain. Mais cette personne-là dire à Wade, oui, mais maintenant, mais bon, un peu, mais quand même. Et je vois la foule sénégalaise dire, il nous faut un quatrième pouvoir. Un quatrième pouvoir qui est le religieux. On n'avait jamais donné autant de force aux religieux que pendant ces dernières élections. Parce que Senghor qui était chrétien, mais quand il était musulman, hein, et il a vécu en milieu arabe, donc il savait ce qu'est la pacte de l'islam et d'autres. Mais il négociait avec eux et il les contrôlait un peu. Abdou Diouf, il a donné un peu la main, mais il faisait attention, et je pense que comme on a été là, les religions, on peut discuter. Mais quand même, les mauvais là, on est des pilotes pour voter Abdou Diouf, il n'y avait aucune raison. Et Wade, lui, quand on l'a élu, quelques jours plus tard, il est allé voir strictement son khalif en disant, c'est grâce à tes prières que tu as été élu. Alors, quand Macky Sall arrive, et j'avoue qu'à la première élection, j'ai voté Macky Sall pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas contents, je vais dire quand même. D'abord, il était jeune. Ouais, il a passé un peu bouchiste au départ, après. Donc, ça, c'est-à-dire que les Sénégalais politiques n'étaient pas faciles du tout. Mais il y avait deux choses qu'il avait dit qui m'avaient impressionné. Parce que personne n'avait jamais tenu ce discours. Quand il a demandé, ah, mais des pouvoirs religieux. Parce qu'il n'y avait pas de problème autour des religieux à l'époque. Il avait dit, oui, ils sont nos guides spirituels. Mais ces personnes-là sont des personnes comme tout le monde. Et ils sont des citoyens comme tout le monde. Et nul n'est censé ignorer la loi. Donc ils sont passés de la paix. Ça, je trouve que c'est formidable. Et après, quelqu'un lui avait dit, alors il y a un lobby homosexuel qui a fait voter pour vous. Et Macky Sall ne s'est pas démonté, il a la sexualité. Non, il y en a au Sénégal, ça fait longtemps. Mais je ne vais pas prendre de mesures maintenant. On va attendre l'Assemblée, pendant les élections, on va laisser les Sénégalais discuter, les représentants du peuple vont aller. Bon. Il n'a pas tenu son parole. Parce qu'une fois qu'il a été élu, il a dit qu'on ne touchera jamais à l'homosexualité. Il a quand même réussi. Quand on faisait le vote il y a 2 ans pour criminaliser encore plus l'homosexualité, il a refusé, mais il n'a refusé pas à cause de l'homosexualité, mais il a refusé en disant, si je laisse ces gens qui sont là imposer et qu'on criminalise, ça veut dire que j'ai cédé, je vais leur donner du pouvoir. Donc c'était ça. Donc la question n'a pas été posée. Mais on a un problème extrêmement important avec vraiment l'invasion du religieux sur le terrain politique, mais de plus en plus, où le terrain politique vraiment prend des positions, prend une fois. Et pour les femmes, la laïcité est vraiment une question de femmes. Et je vais en terminer là. C'est important parce que le code de la famille est un code que Senghor a voulu laïque, et il a dit la charia, on va avoir un code de la famille. Et il y a plein de choses qui sont ça, là, qui ne savent pas. Mais on a un code de la famille qui sera appliqué à tout le monde.
sauf qu'il y a des dispositions très particulières, notamment de l'héritage, de l'adoption, de l'enfant musulman, etc., qui sont tirés vraiment à la chaîne et qui restent. Et il y a de très bons articles faits par les femmes, notamment par des femmes juristes, qui vraiment nous montrent comment le code de la famille, on a retiré plusieurs dispositions, mais il y a celles qui restent. Et celles-là, si on ne les supprime pas, on continuera à avoir un code de la famille avec une inspiration religieuse, alors que le pays, je pense, doit aspirer à la laïcité. Alors, quel est mon projet de société? Mon projet de société, c'est au fond l'accès à la démocratie, aux droits et aux libertés, mais que ce soit des aspirations des individus, qui ne soient pas dans un cadre normatif de ce qu'est la société africaine dont nous rêvons. Alors, notre africanité, qu'est-ce que c'est que notre africanité? Notre africanité, nous voulons la construire, mais sans remettre en question les sources dites traditionnelles de l'africanité. Parce que l'africanité, si on parle, c'est un ensemble de valeurs culturelles qui changent et qui sont objets de critique. Si nous ne faisons pas une critique de ces institutions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, des critiques qui soient constructives, où on repense comment les valeurs ADE, quand on dit ADE, c'est mort. Quand on dit l'industrie ADE, voilà, quand on dit quoi, c'est l'homme est mort, c'est-à-dire que le bouge. Alors qu'il y a une Afrique qui bouge, on est dans une Afrique où la jeunesse bouge, où la jeunesse a des ambitions différentes, elle a des aspirations, il a des prétentions différentes d'accéder à ce dit pouvoir social pour les aînés, pour les adultes. Et je me rends compte que je continue à travailler avec ces jeunes femmes. Alors avant, je travaillais avec des étudiants qui étaient après mes filles. Puis maintenant, je commence à travailler avec mes petites filles. J'ai peur de commencer à travailler avec mes arrière-petites filles. Donc, je vais arrêter avant. Mais en même temps, c'est comme je leur dis, mes mères, on a besoin de toi, on a besoin. Mais moi, j'apprends énormément. J'apprends énormément de leurs préoccupations, de leurs ambitions. Donc, on a des échanges. Et vraiment, souvent, elles font cliquer des choses dans ma tête auxquelles je n'avais pas pensé. Parce que je me disais, ah non, là, c'est trop bon. Si on fait ça, on est pas. Or, elles sont là, mais en même temps, elles sont enfermées dans ce système de la culture africaine. Personne ne sait ce que c'est. Mais tout le monde la vit, et tout le monde la vit différemment. Et ça, nous avons une utopie à construire, mais une utopie qui sera possible. Merci, Badou, pour ce récap. Vous savez, dans la tradition africaine aussi, on n'ose pas inviter une marraine. Parce que je suis sûr qu'en Europe, à Paris, des fois les jeunes parisiens, pour dire à leur papa, à leur maman, on n'est pas d'accord. Ici, pour le moment. Mais là-bas, je suis une femme noire. Là-bas, je suis une femme noire, elle ne pose pas. Voilà. Alors, mais je voudrais vraiment dire que merci beaucoup. Alors, moi, c'est déjà deux aspects. Soit aller très vite, on va respecter le timing. La séance d'aujourd'hui a illustré ce qu'on a fait presque pendant 2 ans, des échanges sur des problèmes très complexes, très intéressants, qui intéressent la thématique de la renaissance de l'Afrique. Alors, certains problèmes ont été posés, beaucoup. Je signale d'ailleurs qu'on n'a pas eu le temps de revenir sur le RASA, le rapport alternatif africain, qui a été inspiré par les grands penseurs, Pierre Leram, comme Samir Amin, et donc le groupe existe, il y a des rapports alternatifs, actuellement, d'ailleurs, ils sont en train de préparer le nouveau rapport. Cette question, quels sont les problèmes africains? Qui les répertorie? Qui conçoit les solutions? Qui décide de marquer les priorités? Qui exécute? Cet après-midi, on a vu que c'est ça le problème. Quels sont les problèmes? Et comment évaluer l'impact des politiques? Parce que j'en profite pour te dire que c'est vrai que j'ai parlé de la reine de l'Égypte, mais moi je suis un démocrate, un républicain solidaire. Je crois à ça, c'est de ma trajectoire. Je ne crois pas au royaume. Et je pense comme toi, il faut tenir compte des aspirations des individus. Maintenant, il y a des questions qu'il faut discuter.
ce que j'appelle les résidus, les oasis, qu'ils soient royalistes, spirituels, à gérer ces questions existent dans nos sociétés. C'est ainsi, vous avez entendu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui s'est passé tout récemment, le débat posé par Touba, ce n'est pas le seul cas au Sénégal. Parce que l'histoire, il y a des endroits au Sénégal, il y a d'autres même qui ne sont pas connus, qui ne sont pas listés, où personne n'ose battre le tam-tam, personne n'ose fumer. Moi, je vous parle, il y a quelques mois, j'étais dans un mariage, il est interdit de battre le tam-tam dans ce village, ça existe dans ce pays. Donc, il y a des débats sur la parité, sur l'équité, il y a des partisans du bicaméralisme, j'entends en parler, mais il y en a qui parlent du tricaméralisme dans les sociétés africaines où les femmes ont leur chambre, les hommes ont leur chambre et les jeunes ont leur chambre. Moi, je suis de Ouakam. Quand il y a des délibérations, il y a ce qu'on appelle les frais, dont le point de vue, les jeunes. Il y a des sociétés africaines où c'est... Donc, on n'a pas encore listé l'ensemble des problèmes sur lesquels il faut discuter. Bon, le débat d'aujourd'hui a permis de revenir sur des questions très importantes, le monument de la Renaissance et effectivement le barrage de la Renaissance. C'est très intéressant de voir pour ce problème. Mais est-ce que vous savez que le monument de la Renaissance, le concepteur, moi j'ai eu beaucoup d'informations parce que c'était l'époque des assises nationales. Le doyen Montarbo m'avait demandé de gérer la gouvernance sociale où il y avait la culture, tout ça. C'est Ousmane Sow qui a conçu cela. Et comment ça s'est transformé par, effectivement, le fait du prince? Un changement total. Et tous les problèmes qu'il y a eu, la communauté Lébou qui n'était pas d'accord, etc. Et aujourd'hui, et là, où notre débat d'aujourd'hui ne parle de problème, c'est un des monuments les plus visités à Dakar. Moi, j'ai été surpris pendant un an, je n'ai pas voulu visiter, mais c'est des amis qui venaient du Mali. À part le parc de la d'ailleurs, je n'ai pas les statistiques, mais c'est bon de savoir quels sont les monuments les plus visités à Dakar. Mais, j'habite Ouakam, c'est le monument de la Renaissance. Alors, ça aussi, il faut qu'on revienne sur comment ces décisions ont été prises, mais leur impact dans notre société, etc. Les jeunes, les enfants. Mais il y a énormément de gens qui viennent à Dakar uniquement pour prendre une photo. Le monument de la Renaissance. Donc, je ne sais pas quel temps d'ailleurs ça va durer. Parce que quand j'ai discuté avec Ousmane Sow, à l'époque, il y avait des problèmes sur même la faisabilité. Comment le président a réussi à convaincre les techniciens, etc. Donc, c'est un débat ouvert. À tes pas, comment tout se coûte. Donc, ces débats-là, maintenant, là où je suis d'accord, le monument de la Renaissance passe au barrage de la Renaissance, mais ce barrage de l'Éthiopie, mais le conflit Égypte, Soudan, Ouganda, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, cette affaire-là. Ce barrage, est-ce que l'OMVS ne peut pas servir de cadre pour les Africains? Parce que malgré tout, cette expérience de nos 4 pays-là, je crois que ça doit être un modèle pour le moment. Parce que c'est mieux géré que cette affaire de barrage de la Renaissance. On ne sait pas où ça va conduire. Et si ça se dépense, mon Dieu, ça va être la catastrophe. Donc, le débat d'aujourd'hui permet de... Alors, le dernier volet maintenant de la synthèse, c'est de dire que merci pour l'avenir. Ce que nous allons faire, après 3 modules, on a parlé de l'épistémologie médialisée était le parrain. On a parlé pendant des mois de l'histoire de la Renaissance africaine depuis l'Antiquité jusqu'à présent. Kizerbo était le parrain. Et on vient de terminer un cycle sur les défis actuels dans la marraine nous avons aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses. Alors, ce qu'il reste à faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, l'ICESCO et l'UCAD, moi qui m'ont confié cette affaire, c'est la publication et la diffusion de tout ce qu'on a fait pendant 2 ans, 3 ans. Bon, je sais que le site du LUCAD, bref, ça, au moins pour le reste de 2023, c'est tout ce qu'on peut faire
ce qu'on a fait, diffuser tout ce qu'on a fait. Il reste 2024. Alors, le projet 2024, c'est d'organiser un colloque justement sur la Renaissance. On revient sur tout ça. Un colloque sur la Renaissance. Ce projet, on voulait tenir ça en 2023. Parce que le colloque du Caire qui a consacré la victoire. Ça, c'est pas moi qui parle, c'est l'UNESCO qui parle. Le Cheikh Anta Diop. Ben, bien sûr, c'est contradicteur. L'année prochaine, ça aura 50 ans. Donc, nous, on avait conçu le projet pour qu'on le fasse en février 2024. Et pour des raisons que vous savez tous dans la salle, on y a travaillé, mais impossible de bouger, de faire bouger les lits, parce qu'on ne savait pas qui allait être président. Moi, je vais être président. Donc, de sorte que ce qui nous reste à faire, le projet est toujours là, on risque de le faire vers le mois de mai, ou de juin, ou de juillet. Parce que pas question de travailler un projet comme ça d'ici février. Parce que normalement, ça tombe en février 2024. Donc, l'information que je vous donne, c'est qu'entre-temps, maintenant, il y a beaucoup de projets. Vous avez à gauche quelqu'un qui travaille sur ça. Vous savez, 2023, c'est le centenaire de Cheikh Anta Diop et le centenaire de Saint-Bert. Actuellement, il y a énormément d'activités à travers le monde. À l'UQAD, même la semaine prochaine, on va diffuser Borom Saret, il va y avoir des discussions, parce qu'il y a Saint-UQAD qui projette des choses, Saint-Louis a fait son colloque. Donc, 2023, ce qui nous reste, c'est Saint-Bert et Cheikh Anta. Et en décembre, il va y avoir un grand colloque, d'ailleurs, sur l'égyptologie, tout ça. Je pense que le musée des civilisations. Voilà les amours. Martin Moore, que vous l'avez ici à ma gauche, à Paris, il y a des revues qui organisent des rencontres, qui vont publier des choses. Donc, ça se fait à Paris, ça se fait à Londres, un peu partout. Il y a énormément d'activités. Nous les suivons, nous les encourageons, et ils nous associent. Et si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez prendre contact avec eux, peut-être que même ici, le mois d'octobre, il y a une dame qui s'appelle Benita qui a fait un film, qui a fait un tabac à Ouagadougou qui s'appelle Afrique, origine de l'humanité. Ben, ce film sera diffusé ici à Dakar, le 20 ou le 25 octobre. Ça, on a l'occasion de parler non pas de l'avenir, mais du passé. Parce que son film a fait un tabac à travers le monde, a énormément de prix. Elle a osé faire le film sur l'Afrique, origine de l'humanité. Elle est haïtienne, et je crois que tout ça, ça fera partie des éléments conventionnels. Donc, merci. Donc, c'est un au revoir, et espérons qu'en mai 2024, on sera tous ensemble pour bâtir une nouvelle Afrique, un nouveau monde. Merci beaucoup.